Chercheurs sceptiques, c'est une émission qui te donne la vérité. Dans cet épisode de Chercheurs sceptiques, épisode 7. En fait, ça c'est la deuxième partie de l'épisode 6. Une série de 5 vidéos consacrées aux livres majeurs où on va exploiter des œuvres des plus grands écrivains tels que vous les connaissez. Alors aujourd'hui, on va exploiter un livre toujours du même auteur, Adam Smith. Cette fois, c'est La richesse des nations. Et ça commence maintenant. Tu m'écoutes, chercheurs sceptiques, ça c'est constant partout sur YouTube, ça c'est consomme, yeah. Dans mon what you build, le terme est full les boules. Quand je l'ai juste mis à l'envers, les gars c'est pas les gars. Je vais vous expliquer qui est donc Adam Smith. Cet épisode fait partie d'une série de 5 vidéos où on va critiquer et analyser les œuvres majeures. On a commencé avec le philosophe et économiste Adam Smith, où vous avez vu où on a analysé les premières œuvres, théorie des sentiments moraux, où on a vu toutes les règles sur la morale. Vous avez vu les caractères, ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, bon, vous avez vu. De toutes les façons, si vous n'avez pas vu, je vous mets juste le lien ici. Vous pouvez aller vérifier. La richesse des nations, une œuvre qui est présentée comme le plus grande œuvre du philosophe Adam Smith. Une œuvre dans laquelle on retrouve le principe du libéralisme moderne. Smith s'interroge pendant 10 ans pour comprendre ce qui rend les nations aussi riches. En gros, dans cet épisode, vous allez pouvoir comprendre ce qui rend un pays riche, une nation riche. Pourquoi certains pays sont riches alors que d'autres sont pauvres. Et comme vous allez le voir, c'est vraiment trop simple. D'ailleurs, je me demande parmi nos dirigeants s'il y en a qui se réfèrent aux écritures. Eh bien, je ne parle pas des écritures saintes, je parle des écritures des grands philosophes qui ont analysé les sociétés parmi nos dirigeants africains. Car, après, suite à mes recherches, j'ai découvert vraiment des techniques et des méthodes que si on se met à les pratiquer dans nos pays, il n'y aurait plus jamais des pays pauvres. Et encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer des religions ici, je parle des écritures saintes. Nos dirigeants ne se réfèrent qu'aux écritures saintes. Ils oublient qu'il y a des philosophes qui ont existé dans le passé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les écritures saintes, on ne retrouve pas des méthodes et des techniques pour créer de l'argent, pour créer de la richesse, qui est, selon moi, la raison principale pourquoi l'homme existe sur Terre. Tu existes pour devenir libre financièrement, afin de profiter de la vie. Et dans les livres sacrés, vous allez retrouver que des principes sur la conduite, les bonnes manières, le respect. Le respect, jamais ça va te donner de l'argent. Le respect ou la bonne conduite, jamais ça va te permettre de devenir libre. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu vas à l'église, pour devenir libre, non? C'est comme si les personnes qui ont écrit les histoires des livres sacrés là veulent garder leur lecteur dans une sorte d'ignorance, afin qu'ils n'ouvrent jamais les yeux sur le vrai monde. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils font ça? Aujourd'hui, la spiritualité est la cause première du retard de développement de beaucoup de pays dans le monde. Encore, je précise que je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des croyances. Tout le monde est libre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le libre arbitre. Mais selon moi, je pense qu'il y a une certaine façon de diriger sa curiosité sur des sujets qui en vaut la peine. L'enquête sur la nature et les causes des richesses des nations. Voilà, des sujets importants. Mais oui, aujourd'hui, regarde, l'Europe se développe, l'Amérique se développe, les Chinois se développent. Mais c'est quand le tour de l'Africain? Et là, je parle de l'Afrique subsaharienne, puisque les Maghrébins, ils s'en sortent comme ils peuvent. Le seul pays qui faisait notre fierté est aussi malheureusement dirigé par des suprémacistes blancs qui sont très malins et arrivent à monter les pommes contre les poires. Vous savez, comme des pions. Et là, je parle bien entendu de l'Afrique du Sud, avec les histoires sur la xénophobie. Comment un humain, toi tu vas dans les églises pour prier votre Dieu là, tu vas brûler ton propre humain. Comment tu vas brûler quelqu'un vif? Tu les regardes. Comment tu vas arracher les yeux de quelqu'un, un homme de ta race? Putain, comment? Et puis vous dites que vous priez. Quel Dieu est d'accord avec ces choses-là? La spiritualité. Le vrai Dieu, c'est la connaissance et la pratique de ces connaissances. Alors, si vous suivez cet épisode, vous allez comprendre comment une nation peut devenir riche. Et vous allez voir, c'est vraiment des principes simples de l'économie qu'un philosophe
un humain comme tous les autres humains a réfléchi dessus et il a trouvé des réponses. Il s'appelle Adam Smith. Adam Smith est un philosophe qui existait au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a été un siècle où il y a eu beaucoup de découvertes sur l'industrialisation actuelle, c'est au XVIIIe siècle. Et c'est dans ce siècle-là qu'il a pu donner les codes sur la façon d'organiser une société. Mais où était l'Afrique à cet temps? Vous allez me dire la colonisation et tout ça. Et cette question sur la colonisation, comment une race qui était là avant l'autre race se retrouve colonisée par une race qui est venue après? Mais moi je comprends pas. S'il est vrai que le noir est le premier à avoir hérité de la terre, vous avez l'histoire sur les Rift Valley et les ossements découverts au Kenya et en Tanzanie. Vous savez, la civilisation égyptienne, s'il est vrai que c'est le noir, comment un peuple qui est venu après est venu coloniser encore celui qui était là avant? Nous, on n'était pas intelligents pour développer des moyens de naviguer sur la mer et aller coloniser les gens qui étaient de l'autre côté? C'est des questions à se poser. Si vous avez suivi d'ailleurs mon épisode sur l'origine des hommes, vous allez comprendre que les premiers hommes est apparu en Afrique. L'Australopithèque, les Néandertal, tout ça, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à l'Homo sapiens actuel. Le premier homme est apparu en Afrique, il était de couleur noire. Donc, le premier homme, il a évolué jusqu'à atteindre une certaine connaissance. Mais cette connaissance a créé quoi? Seulement des pyramides. Mais des pyramides pour faire quoi? Est-ce que les pyramides produisent de la nourriture? Mais parce que les Africains, ils se plaignent d'avoir faim. D'ailleurs, l'Afrique est parmi les continents qui connaît... Le plus grand taux de famine au monde. Voilà. D'ailleurs, l'Afrique est le continent qui connaît le plus grand taux de famine dans le monde. Comme par hasard, à cause des pyramides. D'ailleurs, cette question sur les pyramides, je vais l'évoquer bientôt dans un autre épisode, car je pense qu'il faut éclairer les gens sur ce sujet-là. D'où viennent les pyramides? Pourquoi ils sont là? Qui a créé ça? C'est des questions qu'on se pose. Et la connaissance pure du passé, si vous ne le savez pas, est entre des hommes. Et moi, je suis arrivé à retrouver ça. Une émission qui te donne la vérité. Car si vous ne le saviez pas, l'histoire a été falsifiée. Et revenons donc à nos moutons. Adam Smith écrit un livre paru en 1776 qu'il intitule Enquête sur la nature et les causes des richesses des nations. En gros, cette œuvre, c'est une enquête, c'est une recherche où il s'interroge pourquoi certains pays sont riches alors que d'autres ne le sont pas. Chaque pays dispose des mêmes capacités intellectuelles, les humains avec des cerveaux qui suivent une éducation. Mais comment certains deviennent riches et d'autres ne le sont pas? Est-ce que ces pays sont-ils bêtes? Ces pays ont-ils des animaux comme population? Pourquoi ils sont moins développés? Et je vous explique tout dans cet épisode. Eh bien, si vous ne le savez pas, avant Adam Smith, il y a eu des mouvements qui ont réfléchi sur la question des richesses. On les appelait des mercantiles, je ne sais même pas si je prononce ça bien. Eh bien, ces mouvements-là, ils ont réfléchi et selon eux, la richesse des nations ne peut provenir que des échanges, c'est-à-dire du commerce extérieur. Donc, si on comprend bien les mercantiles, ils réfléchissent un peu comme Donald Trump. Donc, la politique économique est centrée sur l'intervention de l'État afin de mettre en œuvre une politique protectionniste. Donald Trump a augmenté les taux de douane et il favorise plus les exportations que les importations. Il a nationalisé beaucoup d'entreprises, supprimé beaucoup de contrats par-ci par-là, beaucoup de contrats avec ses plus grands concurrents, la Chine et tout ça. Et sa solution, bizarrement, ça marche. Puisque les emplois se créent aux États-Unis. Si ça, c'est pas de la magie. Il n'y a pas que les minéraux comme source de richesse. Où est notre Donald Trump? Cependant, Adam Smith, lui, était contre cette vision de l'économie. Smith, le protectionnisme a des résultats à court terme. À la place du protectionnisme, Smith prône le libre-échange. Car avec le protectionnisme, au moindre changement du régime, les systèmes économiques risquent de s'effondrer. L'économie du pays risque de s'effondrer. Bien évidemment, c'est toujours temporaire avant que tout se régule. Vous savez, la main invisible, une main qui autorégule le marché. L'économie du pays, quand il y a l'inflation, quand les gouvernements ils impriment beaucoup d'argent, ceci va influencer l'inflation. C'est-à-dire les prix sur les marchés vont augmenter, mais c'est toujours temporaire avant que l'économie se stabilise. Donald Trump n'est pas le premier à prôner ces genres de politiques. On l'a vu, beaucoup de présidents avant lui, ils ont prôné le protectionnisme. Vous connaissez la suite. Les physiocrates, eux, suggèrent l'agriculture comme source de richesse pour les nations. Et selon moi, pour les pays africains, ceci est une solution sine qua non afin de sortir de la pauvreté. Imaginez si un gouvernement tyran prend le pouvoir et oblige toute sa population à faire l'agriculture, comme ce que Mao Zedong a fait avec les Chinois. N'est-ce pas? On aura de la nourriture tout le temps. Et ça, bien évidemment, les Nations Unies ne veulent pas ça. Ils sont très occupés à soutenir des guerres pour que vous puissiez vous tuer entre vous, afin que vous ne puissiez pas vous réveiller. Alors que, imaginez si on faisait l'agriculture d'ici 100 ans. 100 ans, c'est pas beaucoup. 100 ans, c'est juste un siècle. L'Afrique sera évoluée plus que tous les autres pays du monde. Bien évidemment, là, je parle des États-Unis d'Afrique. Les Africains pouvaient se réunir ensemble, un seul continent, un seul pays. Imaginez tout ce qu'on peut réussir à créer avec le libre-échange. Si Adam Smith est arrivé à nous expliquer les concepts du libre-échange et démontrer par là que ce sont des formules qui peuvent marcher, combien plus forte raison de ne pas les essayer? Et si on pouvait essayer, l'Union africaine
c'est quelque chose qui peut se développer. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'ensemble de beaucoup d'États. Ils ont compris que pour être fort, il faut se mettre entre nous et ainsi constituer les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, si on forme en Afrique les États-Unis d'Afrique, imaginez tout ce qu'on peut créer. On va devenir la plus grande puissance mondiale. C'est l'Africain, bien évidemment, qu'il est fort. Voilà pourquoi on lui vend autant de manipulations avec des spiritualités afin de diminuer sa perception et son jugement. Et par là, bien évidemment, pour les rendre paresseux. Parce qu'ils le savent. Ils savent de quoi on est capable. Ils savent. L'Africain a été esclave, bien évidemment. Comme vous le savez, une activité physique ne peut que renforcer l'entraînement du sujet. Le peuple qui se disait supérieur en croyant qu'ils sont en train de maltraiter les peuples inférieurs, en fait, ils étaient juste en train de l'entraîner. On est les vrais habitants de l'espace. Nous sommes dans l'espace actuellement. On a suivi un entraînement pour 400 ans. 400 ans d'entraînement. C'est beaucoup. N'appelons plus ça esclavagisme. Maintenant, on doit peut-être appeler ça l'entraînement. Et voilà pourquoi on est robuste et tout ça. On résiste au soleil et tout ça, pendant que les autres, ils ne peuvent pas. Et cette situation ici a amené beaucoup de querelles. Parce qu'à la fin, cette situation de l'esclavagisme, à la fin, l'Africain, tellement qu'il a développé beaucoup de pouvoir, il est arrivé même à créer de la magie pour se sauver de l'esclavagisme. Mais il a divisé l'eau en deux. Il a transformé les bâtons en serpents. Tout ça, c'est des histoires qu'on vous raconte qui étaient vendues en Mésopotamie. C'était des récits des Africains. Et puis les gens qui ont pris ça en Mésopotamie, ils sont allés transformer ça pour vous amener ça comme des récits bibliques. Quoi? Vos histoires de Moïse, Salomon, Jésus, Mahomet, tout ça, c'est des inspirations africaines. Ça vient de l'Égypte antique. D'ailleurs, les pauvres, ils l'ont mal traduit puisqu'ils ne comprennent rien à cause de l'envie d'être supérieur. Oh, voilà, c'était un blanc qui a fait ça et ça, c'est un blanc qui a fait ça. Où on va? La première race était là avant vous. Et puis vous vous dites que vous êtes les... Mais attendez, expliquez-moi, soyons sérieux. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un fils d'un grand sage africain qui est arrivé à développer des techniques de l'immortalité. Il est arrivé à ressusciter parmi les hommes. C'est des histoires des sages qui ont existé dans les passés. Les gens, ils ont pris et ils ont copié et puis ils ont créé une histoire, toute une histoire au-dessus. Ce fils du sage-là, il est arrivé à créer un engin capable de lui sortir de la Terre et d'aller coloniser d'autres galaxies. L'ascension. Eh bien, s'il est vrai que les dieux-là qu'ils nous ont amenés dans notre civilisation, s'il est vrai qu'il existe, pourquoi aujourd'hui ils ne divisent pas la mer en deux pour permettre les migrants d'atteindre l'Europe facilement? Bien évidemment que c'est la même situation. Les gens qui vont en Europe, ils souffrent en Afrique et ils ont besoin d'un nouvel espoir, comme les Israélites en Égypte. Et ils prient Dieu, il n'ouvre pas la mer pour qu'ils puissent entrer dans les zones de l'Europe là. Pourquoi le Dieu là, il n'ouvre pas? Parce qu'il n'est pas là. Il faut vous réveiller. Encore que je précise que je suis un croyant. Je crois en Dieu tout-puissant, créateur de la réalité actuelle. Voilà pourquoi c'est stupide de comparer ou d'évaluer l'intelligence de personnes suite à leur appartenance. C'est trop stupide. Car si vraiment on doit juger l'intelligence sur une base créative, eh bien, on est plus intelligent. Car en tant que première race, on a développé des mécanismes de survie pour permettre à votre race de survivre aussi. C'est-à-dire que nous, on a survécu. C'est parce qu'on est arrivé à survivre que les autres races qui sont venues après, ils ont survécu. Si on n'était pas intelligent, on n'allait pas survivre jusqu'à vous permettre, vous aussi, de venir. Est-ce que vous comprenez? L'évolution, c'est un processus. C'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a inventé l'écriture, les langages, les techniques. Tout ça, eh bien, ça vient des premières races, si on en croit l'histoire. Eh bien, si vous ne le savez pas, eh bien, toutes ces histoires viennent de la Mésopotamie. La Mésopotamie était un endroit, un marché où on vendait des récits comme des Marvel. Aujourd'hui, les Avengers, Stan Lee, on le vendait comme ça en Mésopotamie. Et les gens venaient et ils achetaient des histoires. Vous savez, les divertissements, l'humain accorde une importance particulière à cette chose qu'on appelle divertissement. La science-fiction. Aujourd'hui, regarde, on peut imaginer des choses qui peuvent se passer dans le futur, juste à travers l'imagination. Mais tout ça, ça existait dans le passé. Les imaginations. Si aujourd'hui, vous utilisez le feu, c'est grâce aux Africains. Le feu, ce sont des techniques qu'on a développées afin de survivre. Le feu qui est la première énergie qui a permis d'ailleurs de créer tout. L'électricité, tout ça, ça vient du feu. Le feu, si on n'avait pas développé le feu, on n'allait pas survivre parce que le froid allait nous tuer.
la première espèce à comprendre la valeur de la nature avec les animaux. Mais pas comme eux, ils ne font que développer des mécanismes pour bien évidemment que la Terre doit aussi être polluée, puisque la Terre c'est juste un jardin. L'espace est trop grand, c'est un espace infini. On peut voyager dans l'espace comme on veut. La Terre, c'est juste un jardin. On peut le polluer, on peut brûler l'Amazonie. Eh bien, on s'en fout puisque un jour, on va quitter la Terre. Et si jamais je développe mon fusée qui va vous faire quitter la Terre, eh bien, la Terre appartiendra au passé. Mais revenons à nos moutons. Adam Smith propose une autre façon de créer de la richesse et c'est le travail. Smith réfléchit et affirme donc la richesse des nations ne provient non pas du protectionnisme ni de l'agriculture d'ailleurs, mais plutôt du travail. Le travail entendu comme une action collective, effectuée par tout le monde pour mener vers un but commun. Vous savez, les questions sur la division du travail, comment on attribue les tâches à chaque personne afin que le bateau arrive à bon port. La société ne peut fonctionner que si et seulement si chacun fait bien son travail. Mais pour que chacun fasse bien son travail, il faut déjà avoir un travail. Mais c'est quoi la division du travail? Le travail correspond à la spécialisation de tâches au sein d'une société entre les individus de métiers ou de groupes sociaux. Ainsi, Smith propose une manière de rendre une nation riche. D'ailleurs, si vous comprenez bien, Adam Smith ne fait que reproduire les concepts du troc. Vous savez, ce que j'ai exploité dans ma vidéo sur l'origine de l'argent, l'échange des biens contre les biens, le troc qui était la manière dont les Africains effectuaient les échanges avant l'arrivée des Européens. Vous savez, on avait même de l'argent, on avait créé aussi de l'argent. Les Kwanza, les Makuta, c'est de l'argent qu'on avait créé dans nos empires. On utilisait aussi les trocs. Bien, regardez comment Smith reformule la notion du troc. Déjà que lui, il ne l'appelle pas troc. Il a appelé ça les libres-échanges, où il propose plusieurs méthodes afin de mener à bien ces mécanismes, et dont la méthode à succès est l'avantage absolu. C'est quoi l'avantage absolu? Un pays a un avantage absolu sur un autre. S'il est spécialisé dans la production d'un bien, ce pays a intérêt à produire davantage qu'il ne consomme, afin d'explorer les surplus et d'importer des produits que d'autres pays produisent mieux que lui. Pour être plus clair, l'avantage absolu, c'est l'avantage qu'un pays détient sur un autre lorsque pour un bien sa production par unité de facteurs supérieurs aux autres pays. Mais ce concept va nous être bien expliqué par un élève de Smith, David Ricardo, et qui va en fait lui ramener ces concepts à deux pays pour mieux comprendre c'est quoi l'avantage absolu. David Ricardo, pour expliquer l'avantage absolu, il réduit les pays en deux. Il part du principe que dans le monde, il n'y a que deux pays, le Portugal et l'Angleterre. Les deux pays peuvent produire les draps et les vins. Supposons que le Portugal est capable de produire 90 mètres de draps en 1 heure de travail et 80 tonneaux de vin en 1 heure de travail aussi. En revanche, l'Angleterre peut produire 100 mètres de draps en 1 heure de travail et 50 tonneaux de vin en 1 heure de travail. L'Angleterre a donc l'avantage absolu pour la production des draps et le Portugal a un avantage absolu pour la production du vin. Et d'après la théorie de l'avantage absolu, il est bénéfique pour les deux pays de commercer, c'est-à-dire d'effectuer les échanges. L'Angleterre vend les draps au Portugal et le Portugal vend les vins à l'Angleterre. Et tout le monde à la fin devient riche. Et la maxime de tout chef de famille est de ne jamais faire chez soi la chose qui lui coûtera moins à acheter qu'à faire. Vous voyez, c'est le même concept que le troc. Donc le libre-échange, c'est la clé pour toute nation afin de devenir riche dans une certaine mesure. Voilà, maintenant, vous savez comment créer de la richesse dans vos pays. Mais comme qui dit, une action n'est jamais difficile. Il suffit juste de commencer pour commencer. Bon, maintenant, regardez. Eh bien, le libre-échange fonctionne aussi dans nos vies. Et je sais que les Africains sont très amoureux de petits commerces. Eh bien, cet épisode va vous aider à agrandir vos petits commerces. Eh bien, prenons un cas. Supposons que vous avez un cousin qui vend de la farine. Vous, en tant que consommateur des pains, vous faites des beignets. Et pour faire les beignets, vous avez besoin de la farine. À la place d'aller acheter chez les Indiens, les Libanais, et je ne sais pas qui, ces gens-là qui pillent notre pays, les gens qui dans leur pays sont très racistes envers les Noirs, il ne permet pas aux Noirs de détenir des compagnies dans leur propre pays, alors que dans nos pays, quand ils viennent chez nous, ils
pillent notre économie. Alors au lieu de partir chez ces gens-là, pourquoi ne pas enrichir tes propres frères afin que ces frères-là puissent enrichir aussi leur famille? Parce que si tu enrichis ton cousin, qu'est-ce qui va se passer? Ton cousin va payer les minérales pour son fils qui va avoir une bonne éducation, l'éducation qui va lui permettre aussi d'aller créer d'autres richesses. Et vous voyez donc la forme circulaire que l'économie peut prendre si jamais on prend des bonnes décision. Le libre-échange peut sauver des vies. Il ne faut pas juste rester là en train de dire « Oh les politiciens, vous ne faites pas ça. Oh tout ça, c'est bien beau. » Il y a une façon simple de créer de la richesse. Aucune barrière protectionniste devrait entraver le libre-échange, le commerce. Puisque c'est bénéfique le libre-échange. Donc pour faire une conclusion de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, si les pays se spécialisent dans la production des biens où ils sont meilleurs, où ils ont un avantage absolu, cela va contribuer au bien-être de tous et donc du monde. Et non être là en train de vouloir faire tout et contrôler tout. Seul le commerce permet de pacifier les États. Même si Smith paraît comme étant un libéral au sens économique, il reconnaît toutefois à l'État certaines fonctions dont l'État a le devoir de suffire. L'État doit assurer la sécurité intérieure et extérieure de son pays. Eh bien, à travers son armée et ses services de renseignement qui doivent être bien évidemment performants, l'État doit aussi assurer l'éducation de sa population. Vous savez, à travers des programmes élaborés qui sont adaptés à ces derniers et non les enseigner des principes hérités de la colonisation qui ne font que les maintenir dans les ignorances. Et l'État doit intervenir dans des situations qui touchent le pays. L'État a l'obligation de reconstruire des infrastructures saines, capables d'accueillir des populations, du tourisme. L'État a besoin de développer un pays sain. L'État doit mieux diriger la division du travail et l'extension du marché. Voilà les fonctions de l'État. Mais on ne peut pas parler aussi de la richesse des nations sans parler des investissements. Les investissements, ce sont des capitales très importants pour permettre à un pays de devenir riche. Il faut ouvrir les portes et laisser les investisseurs entrer afin d'investir et créer des emplois. Il n'y a que par l'investissement qu'on peut créer des emplois. Eh bien, je me demande toujours pourquoi les investisseurs ne vont pas au Congo, puisque le Congo c'est un grand marché tellement ouvert qui peut permettre à certaines personnes de devenir facilement riches. Les Libanais ils viennent et puis ils investissent. Et ils comprennent facilement que les règles économiques de nos pays sont très faciles. On ne paye pas beaucoup de taxes, il n'y a pas beaucoup de retenues, tout est facile. Et la monnaie qui fluctue comme si c'était des papiers. En tout cas, la RDC, c'est les bons pays où il faut investir. Les investissements sont très importants pour l'augmentation de l'économie et la création des emplois. Les investissements rendent le travail productif puisqu'ils créent des salariés. Et d'ailleurs, les investissements sont la preuve qu'il y a du travail qui sont créés, car le véritable travail productif est celui qui crée le bien. Le travail dit productif, il est le travail domestique. Vous savez ce qu'on fait dans la maison, ça c'est pas du travail, ça c'est pas du travail productif. Là on parle du travail des salariés où vous avez un pécunier de retour. Car le travail productif suppose aussi qu'il y ait du capital. Et le capital, en fait, de garder le capital disponible dans les banques, en fait, de garder la forme cyclique de l'économie. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui de Chercheurs Sceptiques. J'espère que vous avez compris comment est-ce que vous pouvez faire évoluer vos pays et les rendre riches. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment des techniques et des méthodes simples à appliquer dans vos pays. Adam Smith est un philosophe écossais qui a existé et qui s'est juste servi des connaissances qui étaient là déjà dans le passé. Les techniques sur la morale, comme on l'a vu avec la théorie des sentiments moraux, ce sont des choses qui étaient déjà observées. Les techniques sur l'avantage absolu, ce sont des choses qui ont déjà été observées. Et si vous êtes sceptique aussi, allez revoir mes épisodes sur l'origine de l'argent, l'origine des humains, et vous allez comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là. C'était Chercheurs Sceptiques pour vous servir et merci d'avoir suivi cette émission.